Bonjour à tous et bienvenue pour cette session autour des containers et en particulier de Kubernetes. Donc vous êtes dans la session MA01 où on va discuter de comment minimiser vos efforts pour déployer et administrer vos clusters Kubernetes. Donc si vous vous êtes trompé de session, il est encore temps de vous lever et de repartir. Sinon, vous êtes au bon endroit. Alors je me présente, je suis Abbas Safouatou, je suis Solution Architect Manager chez AWS et je suis accompagné de Sébastien aujourd'hui. Oui, bonjour à tous. Donc Sébastien Lamanche, je suis Solution Architect spécialiste sur les technologies des containers pour AWS. Et nous aurons aussi Patrick et Jules de chez Content Square qui nous donneront un retour d'expérience de comment eux ont réussi à déployer des clusters Kubernetes. Dans le cadre de cette session, je vais représenter les développeurs. Donc, dans mon entreprise fictive, j'ai déployé des applications, ou plutôt j'ai développé une application que j'ai containerisée. Containeriser ces applications, mais pourquoi? Tout simplement parce que mon entreprise a envie d'agilité, ils ont envie de pouvoir améliorer l'expérience client, développer de nouvelles fonctionnalités, être capable aussi de gérer plusieurs ensembles de données, des données qui sont packagées. C'est aussi tout l'intérêt d'avoir du coup des containers, d'avoir des données qui sont bien packagées. Améliorer l'agilité business. En effet, grâce aux containers, il est facile de déployer une nouvelle version d'un logiciel, une nouvelle version d'une API. Et naturellement, de pouvoir réduire le coût d'acquisition, puisque les containers permettent de beaucoup mieux optimiser les ressources des machines virtuelles comme des machines physiques où on peut avoir plusieurs containers et donc plusieurs instances d'une même application sur une même machine virtuelle ou physique. Nous avons fait nos devoirs, c'est-à-dire que nous avons regardé ce que AWS proposait. Donc de bas en haut, en fait, on a regardé les différentes solutions de compute qui se proposaient à nous. Donc nous avions donc Fargate qui permet de déployer des containers en mode serverless, c'est-à-dire sans avoir à gérer de serveurs. Nous pouvions naturellement utiliser aussi des machines virtuelles, donc des EC2, Elastic Compute Cloud, ou encore les déployer dans nos data centers via AWS Outpost, qui permet de gérer des racks directement dans AWS. Nous avons aussi géré différentes solutions d'orchestration. Donc, on voit qu'il y a ECS pour Elastic Container Service et EKS pour Elastic Kubernetes Service. Et naturellement, on a aussi Rosa, donc, qui est la Red Hat OpenShift Service en AWS, qui permet de faire de l'orchestration de containers et de clusters via la solution proposée par OpenShift. Et on a aussi Appreneur, qui permet de pouvoir gérer directement les déploiements en se basant uniquement sur le code et directement nos containers, et toute l'infrastructure est gérée. Donc il y a naturellement aussi la possibilité de stocker tous nos containers donc dans une registrie via ECR. Dans le cas de mon entreprise, j'ai donc choisi EKS, donc pour Elastic Kubernetes Service. En effet, entre ECS et EKS, j'avais le choix soit d'une solution complètement développée avec AWS, soit de choisir une solution open source très bien intégrée dans le cloud AWS. J'ai fait le second choix. Donc on est parti sur une solution Kubernetes. J'ai donc déployé un cluster Kubernetes, mais une fois que j'ai déployé ce cluster, je m'aperçois que j'ai beaucoup de choses à choisir, à définir. Est-ce que je garde toutes mes nodes sur des EC2 ou est-ce que je les mets plutôt sur Fargate? Est-ce que je m'appuie plutôt sur Carpenter? On en reparlera. Ou est-ce que plutôt, il me reste aussi à gérer les aspects autour du réseau, donc choisir le VPC, le Virtual Private Cloud, dans lequel je dois me situer. Gérer aussi les aspects de gouvernance, donc tout ce qui va être observabilité, quelles solutions de supervision, d'un point de vue sécurité, est-ce que je gère la sécurité directement au travers d'IAM, et naturellement tous les autres add-ons que je peux mettre dans Kubernetes, et c'est aussi pour ça que j'ai fait le choix de Kubernetes, pour justement profiter de l'écosystème existant, très présent, Argo CD, Helm et compagnie, qui peuvent m'aider à améliorer mon déploiement et à faire que le choix de Kubernetes est un choix pertinent. Dans le cas de mon entreprise, moi je suis dans l'équipe A, donc nous avons un cluster de dev, un cluster de test et un cluster de production, mais mes collègues dans les équipes B et C partagent le même cluster pour le dev, le même cluster pour le test et le même cluster pour la production.
Du coup, on peut se demander finalement comment faire pour gérer tout ça. Est-ce que toi, Seb, tu aurais moyen de nous aider? Alors effectivement, ça fait à peu près 2 ans qu'on travaille sur le sujet, sur pas mal de solutions qui vont nous permettre effectivement de déployer et de gérer nos clusters Kubernetes sur IKS. Donc effectivement, quand on déploie un cluster par défaut, le cluster est vide, et pour qu'il soit fonctionnel, il faut installer beaucoup de fonctionnalités supplémentaires, d'add-ons. Il faut décider effectivement sur quel type de compute on va les faire utiliser. Donc on est arrivé avec une solution qu'on appelle le IKS Blueprint, qui est une solution qui va vous permettre de manager effectivement l'infrastructure, les clusters, les add-ons des équipes. Donc on va commencer effectivement pour la couche du bas, c'est définir le cluster. Donc IKS, c'est un control plane managé. Donc AWS le gère pour vous dans leur propre compte. Et au travers de ce control plane managé, il y a la partie data plane. Donc c'est là où vous allez déployer vos propres applications. Et pour ce faire, effectivement, il y a plusieurs solutions. Soit on va s'appuyer sur de l'Amazon EC2. Donc vous déployez vos propres instances virtuelles que vous pouvez gérer, soit avec des autoscaling groups. On a 2 options, les node groups managés par IKS, ou alors vous pouvez vous-même manager vos propres node groups. Et on a aussi une autre solution avec Carpenter, on en verra tout à l'heure, qui permet de piloter directement des instances EC2 depuis un cluster Kubernetes. Enfin, on a encore notre offre serverless, donc basée sur AWS Fargate, qui va vous permettre simplement de vous concentrer sur vos applications, les pods que vous allez déployer dans votre cluster, et automatiquement AWS va mettre à disposition une instance éphémère juste pour le temps de vie de votre pod, et vous payez uniquement pour les ressources CPU mémoire que vous utilisez pour ce pod, sans vous soucier de la capacité qui est en dessous, du patching des différentes de l'OS en fait de l'instance. Vous gérez pas du tout le cycle vie de l'instance. Enfin aussi la possibilité de déployer sur AWS Outpost. Outpost, vous pouvez le voir un petit peu comme une extension d'une région AWS que vous pouvez déployer directement dans vos propres data centers. Une fois qu'on a décidé où on allait mettre effectivement nos applications, eh ben, dans le cluster, pour qu'il soit fonctionnel, comme j'ai dit, il faut déployer beaucoup de logiciels supplémentaires. Ah, ouais, c'est revenu, pardon. Donc on appelle ça des add-ons, et au travers de ces add-ons, on va pouvoir piloter le réseau AWS, le Virtual Private Cloud, on va pouvoir piloter les load balancers, Route 53, qui est le service de résolution de nom de domaine, et également on a plein d'autres add-ons qu'on va pouvoir déployer, comme KubeCost, si on veut vérifier les coûts de ce qui se passe à l'intérieur d'un cluster, des services d'observabilité, comme Prometheus, Grafana, ou effectivement le collecteur qui va récupérer toutes les métriques et les logs pour les envoyer dans le service CloudWatch, et plein d'autres. On travaille avec différentes communautés, effectivement, et des partenaires pour enrichir encore ce catalogue d'add-ons qui vous permet de directement déployer des add-ons préconfigurés respectant les bonnes pratiques. Enfin, le IKS Blueprint va vous permettre de gérer des équipes si vous décidez effectivement d'utiliser un cluster Kubernetes dans ce qu'on appelle multi-tenant, c'est-à-dire différentes équipes ou business units qui vont vouloir utiliser le même cluster. On apporte à travers le blueprint des notions qui vont permettre aux différentes équipes de pouvoir s'authentifier dans le cluster, d'avoir accès à une certaine partie du cluster. Donc dans Kubernetes, généralement, on isole avec ce qu'on appelle des namespaces. Donc chaque équipe aura son propre namespace, des droits d'accès pour les différentes personnes pour se connecter et avoir la visibilité uniquement sur ce namespace, et ensuite de pouvoir déployer leurs applications directement dans ces différents namespaces. Alors, avec le blueprint, on peut aller aussi plus loin. On peut avoir un pipeline de déploiement continu qui permet de déployer un ou plusieurs clusters dans une région ou différents comptes AWS. Donc, dans l'exemple ici que je vais vous montrer par la suite, j'utilise une version qui s'appelle le Cloud Development Kit pour générer mon infrastructure. Donc, CDK, c'est un framework qu'AWS met à votre disposition pour générer avec du code que vous maîtrisez, qui peut être fait en TypeScript, en Python, en Java, en Go, pour créer de l'infrastructure. Et l'infrastructure chez AWS, c'est des templates CloudFormation. Donc le CDK génère le CloudFormation, et ensuite CloudFormation déploie votre infrastructure dans AWS. Et avec CDK, il y a aussi une notion intéressante qui s'appelle le CDK Pipeline, dans lequel on va pouvoir créer un pipeline de déploiement automatique qui utilise le service AWS Code Pipeline par derrière. Et dans l'exemple que je vais vous montrer, en fait, j'ai pris le parti de créer un pipeline qui va me créer un cluster de développement. Donc un premier cluster qui va être basé à Paris, un deuxième cluster de test qui va être aux États-Unis, et un troisième cluster de production qui sera dans la région de Paris. Le premier était en Irlande, en fait. Donc ça, c'est la partie de gauche sur ce slide-là, c'est-à-dire la création du pipeline, le déploiement automatique. Et on verra ensuite par la suite la partie de droite, c'est-à-dire les développeurs. Une fois que les clusters existent, ils vont pouvoir, à travers des repositories Git et une technique qu'on appelle le GitOps, configurer leurs applications, faire un git push dans un repository Git spécifique,
et ensuite d'avoir une application qui va déployer leur code directement dans les différents clusters. Et dans l'exemple ici, j'ai utilisé Argo CD. Flux aussi est souvent très, très utilisé pour ce genre de use case. Alors d'abord, je vais faire une petite revue du code CDK, donc le Cloud Development Kit, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors vous n'allez pas voir grand-chose, mais l'idée c'est de vous montrer qu'effectivement, en moins de 200 lignes de code, on va pouvoir avoir quelque chose qui va vous permettre effectivement de créer l'infrastructure. Donc on a une librairie qu'on apporte, qui est la librairie IKS Blueprint. Donc on l'apporte ici dans le code, qui va nous permettre ensuite de définir notre infrastructure. Derrière, on va avoir la possibilité de définir quelques variables d'environnement, pour avoir par exemple des secrets ici pour créer mon mot de passe Argo CD. Derrière, je vais créer mes équipes. Donc là, j'ai plusieurs types, la Team Breaker, Burnham, qui vont être les différentes équipes qui vont se partager ensuite mon cluster. Et je peux leur définir un repository dans lequel il y aura quelques manifestes qui seront créés en même temps que le namespace. Je pourrais créer par exemple des network policy ou ce genre de choses. Ensuite, je définis les différents noms de domaine Route 53 que je vais utiliser. Donc un pour le dev, un pour le test, un pour la prod. Ensuite vient la création du blueprint en lui-même, dans lequel j'instancie les ressources que je veux, donc la ressource Route 53. Ensuite, je définis mon management group avec différents types d'instances, le minimum et le maximum de capacité que je veux, parce que je vais avoir de l'autoscaling sur le cluster que je crée. Ensuite, la liste des add-ons. Donc c'est simplement à travers cette petite liste-là que j'active, ligne par ligne, un add-on différent et que je vais pouvoir configurer. Donc par exemple, je vais déployer KubeCost, je vais déployer Prometheus, l'ensemble de ces add-ons. Vient ensuite la déclaration des différents stages de mon pipeline. Donc le premier, c'est le stage source. Donc là, je définis en fait le repository sur GitHub dans lequel se trouve ce propre code-là, qui va ensuite être utilisé dans le pipeline lui-même. Et ensuite, j'ai 3 stages qui vont être identiques. Le premier stage, c'est le stage de développement, dans lequel je configure le nom de domaine spécifique pour ce stage-là, ainsi que le repository Git qui va être utilisé pour le déploiement GitHub via mon pipeline Argo CD. Et sur le cluster de développement, je vais aussi déployer le logiciel Carpenter qui va me permettre de faire la scalabilité du cluster. Sur le stage suivant, le stage de test, c'est exactement la même structure, sauf que je vais déployer avec le nom de domaine pour mon cluster de test. Pour la partie autoscaling, je vais déployer Cluster Autoscaler, qui est une autre option d'autoscaling, ainsi qu'effectivement les paramètres GitOps pour ce cluster-là. Et enfin, pour la partie production, exactement la même chose, sauf que dans l'exemple qui va suivre, je ne vais pas déployer le cluster de production, je vais simplement déployer les 2 premiers clusters. Donc, du coup, ce que je vois, c'est qu'on a réussi à déployer finalement ce qui est l'équivalent d'un fichier de configuration dans lequel on a défini tout ce qui nous intéresse, la donne et surtout le pipeline. Mais maintenant, comment tu le déploies? Alors, ça va être très simple. Via effectivement le blueprint, on fait une commande qui s'appelle CDK deploy, simplement. Et ce CDK deploy va, comme je l'ai dit, prendre ce code-là, il va le compiler, il va le transformer en code CloudFormation. Et ce code-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un code pipeline. Donc d'abord, il va créer la stack CloudFormation. Donc là, c'est dans la console CloudFormation. Je vois la création de la stack. Cette stack-là, elle va simplement créer mon pipeline de code qui va apparaître ici à l'écran dans la console de code pipeline cette fois-ci. Si je vais dans le pipeline lui-même que j'ai créé, la première étape, c'est l'étape de source. Donc je récupère ce code-là depuis le GitHub. La deuxième étape, c'est le build. Donc il va aussi refaire le CDK synth pour synthétiser le code CloudFormation qui va être ensuite déployé par CloudFormation dans le pipeline. Il y a une étape un peu spécifique qui s'appelle Update Pipeline. En fait, ce qu'on appelle, c'est que le pipeline est capable de s'auto-changer. Si jamais, par exemple, j'avais rajouté un stage pour rajouter une étape de Q&A, par exemple, ou un autre cluster. L'étape d'asset va copier l'ensemble des images Docker ou d'autres assets gérés par le build dans les différents comptes et les différentes régions. Et ensuite vient l'étape de build de mon cluster de développement, le cluster de développement qui est sur Paris. Auquel cas, là, il va utiliser le template CloudFormation qui a été généré par l'étape de build et créer directement le cluster. Ensuite, il y a une étape d'approbation manuelle, si je veux déployer ou pas le cluster de test. Donc, si je valide cette étape, à ce moment-là, le pipeline va déployer le cluster IKS de test aux États-Unis, de la même manière en appliquant le code CloudFormation. Et à tout moment, on peut savoir qui a validé les différentes étapes du pipeline. Donc là, le cluster de test est en cours de création aux États-Unis. Et la dernière étape va être la création du cluster de production. Mais avant de créer le cluster de production ou de le mettre à jour, je vais d'abord décider de faire des tests sur les 2 premiers clusters qui ont été déployés. Donc, du coup, ce que je vois ici, c'est qu'on a réussi en fait à déployer le cluster de dev et le cluster de test, pour avoir peut-être le cluster de prod plus tard.
Mais finalement, qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux cluster? Donc on a déployé les clusters avec le fameux EKS Blueprint. On a sélectionné un certain nombre d'add-ons. Alors vous n'avez pas vu parce que c'est très petit, les add-ons qui étaient choisis. Mais on va pouvoir effectivement voir dans la console EKS, dans la console AWS, la partie EKS, le cluster qui a été déployé. Donc là, il apparaît effectivement sous son nom. Donc c'est le cluster EKS Blueprint de développement, qui pour l'instant tourne sur 3 instances, qui faisaient partie de mon management group. J'avais demandé une première capacité de 3 instances. Et ici, on voit qu'il y a plein d'applications. Donc tout ça, c'est les workloads qui sont déployés dans le cluster. Plein d'applications qui ont été déployées. Donc, par exemple, on a kubectl pour la visibilité des coûts. On a aussi plein de namespaces qui ont été créés. Donc toutes ces applications ont été réparties dans différents namespaces au sein du cluster. Et on retrouve aussi les différents namespaces qui ont été créés par les différentes équipes que j'ai créées au départ. Donc j'avais la type Burnham, la type Riker, qui ont été créés également au cours de ce processus-là. J'ai par exemple les add-ons qui ont été créés. Donc ici, j'ai déployé Carpenter qui va me permettre de gérer la scalabilité du cluster. Et je retrouve les contrôleurs pour faire de l'Argo CD, et donc qui permettent de faire le lien entre les développeurs et le pipeline. Quand je vous rappelle sur ce schéma-là, c'est les développeurs qui sont à droite, ils ont un propre repository Git, et le code qu'ils vont mettre dans ces repositories sera synchronisé directement dans le cluster. Voici l'interface d'Argo CD, qui est le logiciel que j'utilise effectivement pour permettre de déployer directement, les développeurs utilisent pour déployer directement dans les différents clusters. Chacun des clusters s'abonne sur potentiellement les mêmes repositories. Et on retrouve ici, sur cette interface-là, c'est la team Burnham qui est déployée ici. Et on va retrouver en fait l'ensemble des objets Kubernetes. Donc chaque case ici est représentée correspond en fait à un manifeste Kubernetes qui est déployé dans le cluster et qui correspond soit effectivement à une application, soit à une graisse pour faire le routage vers l'application, soit ça peut être des secrets. Là ici j'ai un provisionneur spécifique Carpenter qui va me permettre de gérer la répartition des nodes dans ce namespace-là, donc avoir une isolation des workloads. Du coup, ce que je vois, c'est qu'ici, avec Argo CD, j'ai vraiment mon namespace en tant que développeur qui est représenté, qui s'appuie sur mon Git et donc qui correspond à vraiment ce que je vais déployer et l'application que je vais déployer. Du coup, voilà. Maintenant, ce qui, moi, m'intéresse, c'est que mon entreprise a du succès, ce qui veut dire que mon application a du succès. Par conséquent, je vais devoir supporter plus de charges derrière. Comment faire? Est-ce qu'il y aurait des add-ons qui me permettraient de scaler finalement mon application et mon cluster? Alors effectivement, on a pu voir que pour l'instant, dans ces clusters-là, j'ai uniquement 3 machines qui tournent, donc les 3 machines de mon management group. Et là, je vais faire effectivement une petite démonstration qui vont montrer, en fait, dans le cluster de développement, j'ai déployé Carpenter qui est sur le bas de ce slide-là, qui va me permettre effectivement d'être capable de trouver une instance directement en fonction des pods que je soumets. Et dans le cluster de test, qui est ici sur le dessus, j'ai déployé Cluster Autoscaler. Donc Cluster Autoscaler, lui, il a une contrainte particulière, c'est qu'il pilote des autoscaling groups. Et quand il va demander une instance à l'autoscaling group, il doit savoir à l'avance la taille de l'instance. En termes de CPU et de mémoire, toutes les instances doivent avoir la même taille. Ce qui fait que dans l'exemple du dessus, je peux facilement déployer tous mes petits pods parce qu'ils vont rentrer sur mes petites instances. Par contre, si je déploie un pod de grosse capacité qui demande beaucoup de CPU ou qui demande un type d'architecture différent ou qui demande un GPU par exemple, et ben par défaut, si j'ai pas un autre groupe qui a été préconfiguré à l'avance pour pouvoir héberger ce pod-là, je ne pourrai pas le scheduler. Et à ce moment-là, si je veux le scheduler, il va falloir que je reprenne mon code CDK, que je rajoute un nouveau node group avec les bonnes caractéristiques pour héberger le pod, je relance mon pipeline, et après, une fois que le node group sera disponible, je pourrai le déployer. À l'inverse, l'approche de Carpenter est différente, c'est-à-dire qu'on ne pilote pas un auto-scaling group, on pilote directement des instances EC2. Et donc Carpenter, lui, en permanence, il va vérifier, de la même manière que le cluster autoscaler, est-ce que j'ai des pods qui sont en attente de placement, donc des pods que je ne peux pas placer sur les instances, et auquel cas, effectivement, il va être capable de créer une instance spécifique. Si je lance un pod qui doit tourner sur une instance Windows, il va me créer une instance Windows. Si je lance un pod qui doit avoir une architecture de type ARM, il va me lancer une instance de type ARM, et si je donne une énorme instance, il va pouvoir me mettre une énorme instance sans aucun problème. Rappelez-vous, tout à l'heure, dans le code CDK, le cluster de dev ici sur la gauche, je l'ai déployé avec l'add-on Carpenter, et le cluster de test sur la droite, je l'ai déployé avec l'add-on Cluster Autoscaler. Donc on va pouvoir comparer comment Carpenter et Cluster Autoscaler réagissent quand on va rajouter de la capacité dans un cluster. Sur cette démonstration, j'utilise un outil qui s'appelle KubeOpsView. C'est simplement un petit outil qui va permettre de visualiser. Donc en haut, c'est le cluster de développement, en bas, c'est le cluster de test.
Les grosses boîtes, les gros carrés, en fait, c'est des instances. Donc là, pour l'instant, c'est mes manage node group qui sont déjà déployés. Et les codes couleurs, donc le rouge, jaune et vert, ce sont les zones de disponibilité. Par défaut, en fait, ils sont répartis dans des zones différentes. Comme ça, si je perds une zone de disponibilité, mon workload n'est pas impacté. Je peux continuer à utiliser les autres. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va déployer le workload, on va le scaler. Donc, le workload qui a été déployé avec mon pipeline GitOps. Je vais rajouter des pods dans ces deux clusters. En même temps, je déploie 40 pods des deux côtés. Ce qui va se passer, c'est que les pods vont arriver à l'état pending, donc en attente de placement. On les voit effectivement arriver sur les deux clusters. On voit déjà une différence. Carpenter, sur le haut, a commencé tout de suite à associer les pods qui étaient à l'état de pending avec des instances. Donc il a créé 3 instances, 3 grosses instances en fait, une dans chaque zone de disponibilité, parce que dans mon workload, j'ai mis une contrainte de déplacement, de bon répartissement en fait des pods sur les instances pour être sûr effectivement d'avoir ce bon équilibrage. À l'inverse, on peut voir que Cluster2Scaler sur le bas, lui, il est en fait en train de créer des instances, mais il va pas placer les pods pour l'instant. Donc il va attendre qu'il y ait des instances qui soient disponibles, et c'est le kube scheduler qui lui va placer les pods une fois que les instances seront disponibles. Donc on voit quelques instances qui commencent à arriver sur le bas. La différence aussi, c'est que Cluster2Scaler sur le bas, il pilote le même node group. Donc mon node group qui était à 3 machines au départ va passer maintenant à 17 machines, parce qu'elles font toutes la même taille, et que j'ai besoin de 17 machines pour placer mes 40 pods que j'avais demandé. À l'inverse, effectivement, sur Carpenter, on voit qu'il a mis des grosses machines, dans lesquelles, en fait, je pouvais mettre beaucoup plus de pods dessus, ce qui fait que j'aurai moins aussi d'overhead dans mon cluster sur l'ensemble des daemon sets qui doivent être présents, des applications qui doivent être présentes sur l'ensemble des machines, et qui doivent communiquer, donc j'aurai un peu moins aussi de charge réseau sur mon cluster, parce que, simplement, j'utilise des machines un petit peu plus grosses. Donc on peut voir que après le temps de mise à disposition des machines va être le même, que ce soit Carpenter ou Cluster2Scaler, on demande à AWS une instance EC2 et donc on est limité par le temps de fourniture de cette instance EC2, du même temps pour rattacher cette instance EC2 au cluster Kubernetes et ensuite de télécharger l'ensemble des images Docker qui font l'ensemble de mes workloads sur toutes ces machines-là. Donc ce temps-là, il va être le même pour Carpenter et pour Cluster2Scaler, pardon. Par contre, on voit qu'effectivement, que Carpenter a moins de travail parce qu'il y a moins de machines aussi à gérer, ce qui lui permet d'aller plus vite et parce qu'il a déjà placé les pods sur les différentes machines. Donc, une fois que l'ensemble de mon application est scalé, on a vu que je pouvais effectivement passer de 3 machines et augmenter le nombre de pods. Donc, j'ai rajouté 50 pods, mais j'aurais pu en rajouter 1500 ou 3000, c'est la même chose. Par contre, là, je paye plus. Donc, qu'est-ce qui va se passer aussi si je supprime mes applications ? Si je supprime les applications, je veux être capable aussi de pouvoir libérer les instances le plus vite possible pour éviter de payer des ressources que je n'utilise plus. Et auquel cas, effectivement, je supprime le déploiement. J'ai configuré Carpenter ici pour qu'il garde les instances 10 secondes. Et si au bout de 10 secondes, l'instance n'est plus nécessaire, il va la supprimer. Et j'ai configuré ici Cluster2Scaler, qui est la configuration par défaut. Donc il va attendre 10 minutes avant de libérer l'instance. Donc là, on voit que sur la partie Carpenter, j'ai déjà libéré mes instances. Je ne paye plus que les 3 nodes groupes que j'avais créés initialement avec mon cluster, et les 3 instances supplémentaires, je ne les paye plus. Donc la partie blueprint, je vous ai montré ici le code en version CDK, donc le Cloud Development Kit géré par AWS. On a aussi une deuxième version de cet EKS Blueprint, qui est le EKS Blueprint pour Terraform. Donc on a vraiment la parité de features entre les deux solutions. Ces 2 solutions sont open source, elles sont disponibles sur nos repositories. Et j'engage vraiment à pouvoir les utiliser. Merci beaucoup, Seb. Je vous propose maintenant d'accueillir sur scène Patrick et Julien de chez Content Square, qui vont pouvoir nous faire un retour d'expérience de comment, dans la vie réelle, ils ont pu gérer des déploiements de clusters Kubernetes. Et ils vont pouvoir aussi nous montrer une autre voie possible pour faire ces déploiements. Merci Abbas. Bonjour à tous. Donc, je suis Patrick, CTO de Content Square. Et j'ai l'immense honneur d'accompagner Jules aujourd'hui, qui a travaillé sur la migration EKS chez Content Square et qui va pouvoir faire un retour d'expérience sur comment on l'a vécu, ce qui s'est passé et quelques insights pour vous. Je vais démarrer par présenter Content Square pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, Content Square est une solution d'optimisation d'expérience utilisateur. Qu'est-ce que c'est l'optimisation de l'expérience utilisateur ? C'est comprendre l'utilisateur, comprendre ce qu'il cherche à faire, comprendre ses intentions et l'accompagner pour être sûr qu'il va réussir à atteindre ses objectifs.
Comment on fait ça? On collecte tout ce que font les utilisateurs sur les applications mobiles, sur le site web. Donc chaque scroll, chaque clic, chaque hover, chaque temps passé sur une zone, chaque erreur JavaScript, chaque API, call, l'ensemble des performances. On le collecte, on traite la data, on collecte également le contenu des sites web et des applications mobiles pour avoir une vue complète sur quelle a été cette expérience et fournir les insights. Est-ce que les utilisateurs ont réussi à atteindre leur objectif? Est-ce qu'ils ont eu des difficultés, des problèmes? Et est-ce qu'à la fin, ils ont concrétisé? Donc c'est ça ce que fait Content Square. On collecte uniquement des aspects de comportement, on ne collecte pas d'informations sur les personnes, donc on se fiche de savoir si vous êtes un homme, une femme. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre votre intention, votre but, et de faire que vous allez l'atteindre. Où est-ce que Content Square en est aujourd'hui? Et donc on est plus de 1000 grandes entreprises qui nous font confiance. Avec l'acquisition d'Ojar l'année dernière, on a 800 000 clients sur les segments petites et moyennes entreprises. Plus de 1300 employés dans le monde. En R&D, on est plus de 400 aujourd'hui. On recrute 150 personnes encore cette année dans tous les métiers du développement, à Paris, à Lyon, à Rennes, à Barcelone, à Tel Aviv. On recrute aussi en remote. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à venir vous voir. On a un petit corner dans le coin des startups. On a levé aujourd'hui 800 millions pour vraiment accompagner notre accélération. On développe de plus en plus de produits autour de l'expérience utilisateur et on a de grandes ambitions autour de ça. Revenons-en un peu à la technique. Donc, je vous l'ai dit, on collecte des milliards et des milliards d'événements et d'interactions. C'est des gros challenges techniques de gérer cette data sur nos infrastructures, des gros challenges de résilience. Et il y a quelques temps, on a fait le choix de migrer vers Cube. Et Jules va nous expliquer un peu en détail l'ensemble de cette migration. Merci beaucoup Patrick pour cette magnifique présentation. Alors bonjour à tous, je me présente très rapidement, je suis Jules Kohner, je suis Platform Engineer chez Content Square. Chez Content Square, la plateforme elle s'occupe de la mise en place et de la distribution d'une infrastructure as a service pour les développeurs. Les développeurs peuvent alors se concentrer sur le déploiement et le développement de leurs applications sans pour autant se soucier de la partie infrastructure. Pour mieux comprendre la suite de cette présentation, je veux juste vous expliquer comment on gère les pipelines chez Content Square. Comme Patrick l'a expliqué, le cœur de métier de Content Square, c'est l'analytics. Donc pour ça, on a besoin d'interactions. Ces interactions, ce sont des clics, des hovers, etc. Ces interactions, les clients vont nous les envoyer dans nos pipelines. On va donc la recevoir, cette information, et cette information, on va la traiter. Par traitement, je veux parler d'anonymisation, d'agrégation, d'enrichissement. Une fois ce traitement effectué, on va le stocker en base. À ce moment-là, depuis notre application SaaS, nous pouvons donc visualiser cette data à travers des microservices qui vont effectuer des requêtes en base, bien évidemment. Cependant, il y a 4 ans, avec la hausse du nombre de nos clients, la hausse du trafic sur leur site web et d'un nombre de services en interne de plus en plus nombreux, on a commencé à avoir une hausse du nombre de serveurs dans notre infrastructure. Cette hausse de serveurs, elle s'est aussi traduite par une hausse des coûts opérationnels et une baisse de la rationalisation de nos ressources. Effectivement, plus nous avions de services, plus il était difficile d'allouer correctement les ressources CPU et mémoire sur chacun d'eux. De même pour les coûts opérationnels, plus nous avions de serveurs, plus nous avions de maintenance, ces maintenances devenant de plus en plus complexes au fur et à mesure que nous avions des serveurs. Donc, chez Content Square, on a commencé à se rendre compte qu'on avait un petit problème de scalabilité. On s'est dit que si on continuait cette façon de faire, en déployant des serveurs EC2, on allait avoir un petit problème et on allait toucher un plafond de verre. Donc, nous avons commencé à réfléchir à des solutions. Parmi ces solutions, Kubernetes s'est présenté, bien évidemment. Kubernetes, dans une optique de décorréler l'infrastructure des opérations, s'est imposé de manière naturelle, de par sa maturité, son adoption par de nombreuses entreprises et ses intégrations dans les différents cloud providers. C'est donc ensuite posé la question de la gestion du cluster Kubernetes en lui-même. Nous aurions pu faire le choix de manager notre propre cluster. Cependant, dans une optique de diminuer les coûts opérationnels, manager notre propre cluster n'était probablement pas la meilleure idée. De plus, Content Square, c'est une entreprise 100% cloud. Nous utilisons déjà de nombreux services, EC2, IAM, etc. Nous décidons donc
d'utiliser EKS. EKS s'intégrant parfaitement avec les VPC networking, les rôles IAM, pour tout ce qui est la sécurité. Il y a 4 ans, nous décidons donc de travailler avec Kubernetes, managé par EKS. Mais finalement, qu'est-ce que c'est EKS chez Content Square aujourd'hui? EKS chez Content Square, c'est 1 an de projet pour 3 ans en production. C'est aussi 6 clusters déployés dans 2 régions, avec plus de 800 namespaces répartis dans 300 nœuds, avec 5000 pods qui fluctuent tout au long de la journée. Bon, alors dit comme ça, c'est bien, mais en réalité, c'est vrai que ça aurait été le cas. Il y a 4 ans, quand on a commencé ce projet, nous avons commencé par sélectionner une liste de microservices éligibles à une migration sur Kubernetes. Ces microservices devant répondre à certains critères. Ces critères étant par exemple être stateless et sans trop de dépendance avec d'autres services. Ces critères nous permettant alors de monter en compétence sur les opérations Kube. Donc au bout d'1 an, entre l'intégration de notre cluster Kube dans le reste de l'infrastructure, la mise en place de notre outillage dans le cluster Kube en lui-même et la migration des services EC2 sur Kube, nous avons enfin nos premiers workloads en production. On commence donc à acquérir de l'expérience et de la sérénité. Cette sérénité, elle nous permet de migrer de plus en plus de workloads. Par exemple, aujourd'hui, tout nouveau service stateless est forcément déployé sur Kubernetes. Donc voilà, aujourd'hui chez Content Square, on sait donc manager notre cluster et déployer des applications. Cependant, comment opère-t-on réellement Content Square? Alors nous, chez Content Square, on n'utilise pas Blueprint, désolé. Mais non, on utilise Terraform. Terraform, c'est notre outil qui nous permet de manager notre infrastructure. Tout nouveau service déployé doit être versionné par Terraform au préalable. Il en va de même pour nos clusters EKS. Du coup, nous utilisons Terraform pour créer les ressources propres aux cloud providers, tels que le cluster, les node groups, les security groups, IAM. D'autant plus, la communauté AWS nous fournit un module Terraform EKS pour le faire de façon optimale. À cela, nous utilisons aussi Terraform pour déployer des M-Release dans notre cluster. Ces M-Release vont déployer nos outils nécessaires au bon fonctionnement de notre cluster. On va retrouver des outils similaires à ce que présentait Abbas tout à l'heure. Et parmi ces outils, on va retrouver l'AWS Load Balancer Controller, qui lui va manager les load balancers et permettre d'exposer nos services sur Internet, par exemple. On va aussi retrouver des services propres à Kubernetes avec le cluster Autoscaler, mais aussi des outils open source avec External DNS qui va manager les records DNS de notre cluster, et des outils plus globaux tels que Prometheus pour le monitoring, Filebit pour du logging, Traffic pour la gestion interne de nos DNS, du Vault pour le management de nos secrets et le management de nos configurations d'applications. Donc voilà, aujourd'hui, en moins d'1 heure, on est capable d'avoir un cluster Kubernetes déployé dans notre infrastructure, prêt à l'emploi. Cependant, notre cluster, il est vide, il n'y a rien dedans. Donc, chez Content Square, on déploie aussi des applications. Et similaire au déploiement de nos clusters, on utilise Terraform. Terraform va créer les rôles IAM, par exemple, avec les bonnes permissions, telles que les droits d'interagir avec le service S3. Et à cela, on va aussi créer des M-Release. Ces M-Release, elles vont déployer, créer les ressources propres au cluster Kubernetes. On va retrouver les deployments, les ingress, les services accounts. À cela, on a une bibliothèque de M-Chart en interne, ces M-Chart étant génériques et nous permettant de facilement déployer de nouvelles applications. Tout ça, bien sûr, orchestré par notre outil de CD, Spinnaker. Spinnaker s'occupant d'appliquer le Terraform et de créer la M-Release. Donc voilà. Grâce à ces méthodes de déploiement de EKS et de services, on a déjà commencé à résoudre certaines parties de nos problématiques d'il y a 4 ans. Par exemple, sur la gestion de la rationalisation de nos ressources, elle nous permet facilement d'itérer et modifier les consommations CPU et mémoire de nos applications. De même, pour le coût opérationnel, le cluster Autoscaler, lui, s'occupant d'ajouter ou retirer des nœuds dans notre cluster pour utiliser de façon optimale la consommation CPU et mémoire. Suite à ça... Pardon. Oui, chez Content Square, on a voulu optimiser l'utilisation de nos ressources Kubernetes. Nous, on est dépendant du trafic de nos utilisateurs. On reçoit les interactions. Ces interactions, elles varient tout au long de la journée. Elles sont plus faibles la nuit et plus hautes la journée. Mais aussi, on a des événements ponctuels sur lesquels on va avoir des grosses montées de charge. Par exemple, pendant le Black Friday, sur une très courte période de temps, à peu près 24 heures, on va pratiquement doubler notre infrastructure. Nous, ce qu'on a souhaité, c'est rendre notre infrastructure aussi variable que ces variations de trafic.
Pour y parvenir, nous avons donc décidé d'utiliser de l'autoscaling sur nos applications. Chez Content Square, on a deux solutions d'autoscaling. On a celle qui est intégrée à Kubernetes avec le HPA, l'Horizontal Pod Autoscaler, qui lui, en fonction de la consommation CPU et mémoire de vos applications, va s'occuper d'ajouter ou diminuer le nombre de pods pour votre application. Ça marche très bien. On a certains use cases qui marchent très bien. Cependant, chez Content Square, ça ne correspondait pas forcément à tous les patterns d'utilisation, en termes de CPU et de mémoire. Nous avons donc décidé de développer notre propre solution de scaling. Cette solution de scaling, elle ne se repose pas sur des métriques système, mais sur des métriques métiers, des métriques internes. Par exemple, sur le nombre de messages en entrée de nos pipelines. Grâce à cette solution, aujourd'hui, nous sommes capables de diminuer et d'augmenter le nombre de pods dans nos namespaces. Le cluster autoscaler, lui, s'assurant de créer ou retirer les nœuds en fonction de ses utilisations. Voilà. J'ai un petit trou. C'est très bien, mais durant toute notre aventure Kubernetes, on a aussi rencontré quelques difficultés. Ces difficultés, par exemple, c'est lorsqu'on a créé notre premier cluster EKS, on y a défini un nombre de subnets. Ces subnets, ils sont pas variables une fois que vous avez créé votre cluster. Donc, on a commencé à déployer toutes nos applications, on a commencé à en migrer de plus en plus, et à un moment, on ne pouvait plus créer de nouveaux pods dans notre cluster puisque nous avions utilisé toutes les adresses IP privées du cluster. Conséquence, nous avons donc dû effectuer en milieu de projet une migration d'un cluster cube à un autre cluster cube. Donc, si vous n'avez pas encore vraiment commencé Kubernetes en production, essayez d'imaginer à peu près la taille de votre cluster d'ici 2 ou 3 ans, ça vous évitera ce genre de petits contretemps. Autre sujet, c'est Kubernetes, c'est un projet en constante évolution. C'est important de suivre ces évolutions pour ne pas être trop impacté. Par exemple, nous, on a nos M-charts internes, où on utilise des versions d'API pour créer les objets Kubernetes. À un certain moment, on a pris un petit peu de retard et on n'était pas forcément à jour sur ces versions. Conséquence, lorsqu'on a voulu faire une upgrade de version de cluster, on a dû auparavant migrer, enfin pas migrer, mais upgrader tous nos M-charts et aussi déployer toutes nos applications avec cette dernière version. Donc c'est important de faire cette veille pour éviter ce genre de contretemps aussi. Et pour ceux qui ne font pas de Kubernetes encore, ça peut peut-être paraître évident pour ceux qui le font déjà, mais je pense que c'est important de commencer sur un scope restreint d'applications. Comme ça, vous allez pouvoir monter en compétences et de mieux en mieux comprendre tout l'écosystème, et ainsi devenir un utilisateur aguerri de Kubernetes. Donc voilà, chez Content Square, Kubernetes, c'est loin d'être un projet terminé. Actuellement, on est en train de travailler sur la migration de nos composants stateful, tels que nos clusters Kafka, dans nos clusters, et à l'avenir, peut-être avoir une infrastructure full Kubernetes. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté cette présentation de pourquoi et comment on utilise Kubernetes chez Content Square. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à passer à nous voir. On est, comme Patrick l'a dit, au coin startup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Patrick et Jules pour cette présentation. Si vous voulez en savoir plus, il y a beaucoup de contenu sur Internet et en particulier sur notre site web autour des containers et de l'approche des containers sur AWS. Si vous voulez aussi en savoir plus sur la partie Blueprint, que cela soit sur CDK ou sur Terraform, il y a aussi les liens que vous avez ici. Merci beaucoup d'être venu à cette présentation. Et merci surtout pour vos feedbacks, c'est très important pour nous. Donc si vous avez adoré cette session, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. Et si vous n'avez pas du tout aimé cette session, que vous pensez qu'on peut l'améliorer, n'hésitez pas à nous mettre 4 étoiles.